Luc La Liberté, tu nous avais prévenu que cette saga des socialistes n'était peut-être pas terminée. On a eu les résultats dans la soirée d'hier de l'investiture, notamment en Floride, en Alaska, un peu partout. Ouais. Et encore une fois, l'enthousiasme de la base surpasse les contributions financières brutes. On a une partie, le mainstream, on pourrait dire, là, l'establishment démocrate qui lève des millions de dollars, et tu as cette espèce de vent de renouveau socialiste qui, juste en excitant les gens, réussit à passer. On a encore une fois la preuve là, hier en Floride. Voilà, donc on parle bien sûr de cette primaire qui visait à déterminer qui allait représenter les démocrates pour un siège au Sénat. Et la lutte, pourtant, on pensait que l'establishment, que les dirigeants de la formation, les stratèges, avaient choisi un candidat solide. Non seulement, bien sûr, on a ouvert les goussets de la bourse, il était généreusement doté, ce candidat, mais c'est un ancien vétéran. Puis c'est quelqu'un, on l'avait mentionné hier, je crois, qui était de très, très près associé à la première procédure de destitution contre Donald Trump. Donc, c'est Alex Vindman. Et tous les sondages le donnaient gagnant. Donc, c'est un candidat modéré, c'est quelqu'un qui est un militaire, c'est quelqu'un qui, par patriotisme, disait-il, avait dénoncé la conversation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Donc, on a un candidat qui a un profil qui est très intéressant, plus connu que Mme Nixon, qui, elle, est une représentante, mais le profil semblait plus relevé. Mais la motivation, la mobilisation, elle est telle du côté progressiste que finalement, ça n'a même pas été serré, mais en faveur d'Angie Nixon. Maintenant, la limite de cette poussée pour les socialistes démocrates ou encore pour les progressistes, c'est que ce serait étonnant qu'on déloge donc les républicains du Sénat. Ça fait, écoute, je crois, depuis 2012 qu'on n'a pas envoyé des démocrates au Sénat du côté de la Floride. C'est devenu, avec le temps, un État qui est beaucoup plus républicain. Ouais. Donc, moins de chances ou moins de probabilité de victoire en novembre pour Mme Cox, mais c'est certain que les progressistes et les Socialist Democrats of America ont bien enregistré qu'elle a délogé le favori, le modéré et le plus riche en termes de budget de campagne des deux. Et on se retrouve encore une fois dans la même situation que tu nous avais exprimée au Michigan, au Wisconsin et ailleurs, c'est-à-dire côté démocrate, un split, 50-40, là, j'ai oublié les chiffres exacts, alors que du côté républicain, on a un candidat à 84 % puis l'autre avec quelques grenailles. Donc, un côté républicain très solide, très soudé autour du candidat, alors que les démocrates splitent ça vraiment en deux préférences. Ça augure pas nécessairement très bien pour l'élection générale. Ça pose toute la question de la mobilisation puis de l'unité. On y revient constamment, mais je pense que s'il y a un fil conducteur dans cette division, finalement, entre progressistes et modérés au sein du Parti démocrate, c'est maintenant qu'on s'est bien battu entre nous, puis ça a parfois été une bataille ferme, très dure, brutale à certains endroits, est-ce qu'on peut s'entendre sur un message, sur une direction, puis est-ce que les électeurs qui n'ont pas obtenu leur préféré vont se présenter dans les bulletins de vote contre les républicains. Donc, c'est cette question de mobilisation qui est très importante. Et les progressistes disent, on vous apporte ce vent, disent-ils, ce vent de fraîcheur ou cette mobilisation. Ouais. Maintenant, on sait que dans plusieurs circonscriptions, c'est très difficile d'être très à gauche. Et il semble que certains candidats démocrates, on a parlé d'Alexandria Ocasio-Cortez il y a peu, au moins on est très à gauche, mais très à gauche dans les solutions à des problèmes concrets de la vie de tous les jours. Donc, peut-être qu'on peut se rattraper en disant aux gens, on vous parle de votre quotidien, puis oui, notre solution, elle est à gauche, mais on ne vous entraîne pas dans de grands débats théoriques ou dans des questions identitaires. On vous parle du pain et du beurre, une campagne bread and butter, disait-on à une autre époque. Et effectivement, en laissant de côté peut-être un peu la dimension identitaire, morale, qui a évidemment coûté cher aux démocrates ces dernières années, du moins du point de vue électoral. Sinon, il y a toute cette saga-là, puis j'aimerais que tu nous expliques, je suis ça de manière pas trop attentive, parce que ce genre d'histoire m'intrigue, mais m'emmerde, je t'avouerais. Donald Trump a une attachée exécutive, là, une jeune femme blonde, là, bien faite, là, Natalie Harp. Elle est complètement dévouée, là, mais genre, il y a l'histoire qui veut qu'il n'y avait plus de place pour elle dans le motorcade. Elle est rembarquée dans le coffre du char pour rester proche de Donald Trump. Tu sais, c'est vraiment, là, elle se lève, elle mange des céréales Trump, elle fait dodo en récontant Trump. Et là,
certains disent qu'il y aurait une affaire avec elle, carrément une relation extra-conjugale. Je trouve ça un peu difficile à croire, mais bref, qu'est-ce qui se passe, là, évidemment, autour de ce singulier personnage de Nathalie Harp? Et c'est intéressant, quand tu dis « ça a piqué ma curiosité, mais en même temps, parfois ça m'emmerde », c'est qu'il y a un côté potin, mais il y a aussi un côté sérieux et elle dérange dans l'univers MAGA et autour de Donald Trump. D'où vient-elle, Nathalie Harp? C'est une histoire au départ, comme on aime souvent en retrouver en politique américaine, où que les partis vont exploiter. Elle est apparue sur les radars vers 2018-2019. Elle est atteinte d'un cancer des os. Elle est épuisée par la chimiothérapie. On lui a refusé des traitements alternatifs, là, quelque chose de nouveau. Donc, Donald Trump vote une loi qui s'appelle Right to Try. Elle est en mesure d'obtenir un nouveau traitement et de mieux vivre avec son cancer des os. Jusque-là, c'est une histoire qui est toute personnelle, mais je disais, on la récupère, l'histoire, parce qu'elle ne se gêne pas pour récupérer son histoire pour faire la promotion de Donald Trump. Et en 2020, elle fait campagne aux côtés de Donald Trump et on va même lui accorder du temps de parole à la Convention républicaine. C'est là où elle devient vraiment un personnage public. Ensuite, après la défaite de Donald Trump, elle va travailler pour One America Network News, donc OANN, et là, elle fait littéralement la propagande de tout ce que Donald Trump nous envoie comme message, disant qu'on lui a volé l'élection, qu'il a bel et bien gagné. Et après avoir bien servi dans son rôle dans les médias, on va la recruter pour la campagne 2024, où on va l'appeler l'imprimante humaine. Donc, elle suit Donald Trump partout pour lui imprimer tous les beaux messages qu'il peut recevoir de ses partisans. Et là, ça vient rejoindre les anecdotes que tu racontais, à quel point elle est dévouée et à quel point elle se presse. Il est tout dans sa vie, finalement, Donald Trump. Mais ce qui rejoint le plus sérieux, au-delà de l'anecdote de campagne ou d'une histoire personnelle qui est plutôt relevée, c'est que maintenant, elle est constamment avec Donald Trump, quasi 24 heures sur 24. C'est elle qui filtre l'information qu'on relaie au président. Donc, ça me rappelle une autre époque dans l'histoire où on parlait de la vénalité des offices. On sort les grandes expressions aujourd'hui, mais c'est s'entourer de courtisans qui nous disent ce qu'on souhaite entendre. Et ça, elle le fait très bien. Mais quand vient le temps de prendre des décisions majeures, par exemple sur l'Iran, est-ce que ce sont les bons messages qui se rendent au président? Et elle contrôle une partie aussi de l'accès à Donald Trump. Donc, de personnages un peu caricatural ou d'anecdotes à la limite réjouissantes parce que sa santé semble s'être améliorée, elle est devenue quelqu'un qui n'a aucune expérience ou formation politique ni de formation médiatique précise. Elle est devenue une incontournable. Donc, je répète, il y a le côté potin, on a ramené les dossiers Epstein, la différence d'âge entre Trump, elle est dans la mi-trentaine, Trump a atteint le cap du 80. Donc, mais tassons un peu tout ça. Ça peut donner des munitions aux démocrates, mais si on met tout ça de côté, ce qui est important à retenir, c'est ce contrôle de l'information et de l'accès à la personne du président. Et c'est là où elle dérange. C'est une question sensible pour Donald Trump parce que là, plus tôt cette semaine, il y a une journaliste de CNN qui a posé une question à M. Trump concernant sa relation avec Mme Harp et M. Trump il est allé d'une réponse assez musclée là, à l'attention de cette journaliste, se mettant à la traiter de toutes sortes de noms. Clairement, on voit qu'il y a quelque chose là que M. Trump n'aime pas discuter en public, on va se le dire. D'ailleurs, autre anecdote, puis ça vient ajouter aux anecdotes qu'on partage déjà rapidement, mais quand Donald Trump a changé d'avion au retour de la Turquie et qu'on a laissé derrière Caroline Leavitt, qui était la porte-parole, elle, Mme Harp, était donc dans le transfert et elle a pris le nouvel avion. Donc, et on se disait, on ne comprend pas comment de tous les conseillers ou personnes proches du président, pourquoi c'est elle finalement qui a été choisie pour changer d'avion alors qu'on craignait pour la sécurité du nouvel Air Force One. Pour ceux qui sont des vrais geeks de politique américaine, dans la série Veep qui porte sur la vice-présidence américaine, il y a un personnage masculin qui s'appelle Gary Walsh, là, de mémoire joué par un acteur, là, mais qui est un peu ça, là, qui porte toujours le sac, là, puis qui couche, puis qui met sa veste devant la vice-présidente. C'est quand même une série télé à voir. C'est une bonne comparaison. J'y avais pas passé sur le coup, mais maintenant, tu me ramènes à la série et c'est excellent comme comparaison. Si vous voulez une référence version masculine, allez voir ça. Voilà, exactement. D'ailleurs, la vice-présidente est jouée par Julia Louis-Dreyfus. Elle est elle aussi extraordinaire. Il nous reste une minute, mais
Pete Hegseth 2028, comme dites-moi que je rêve, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises, même s'il ne devait pas se présenter finalement ou être élu en 2028. Pete Hegseth procède actuellement ou franchit toutes les étapes que fait quelqu'un qui souhaite se présenter éventuellement à la présidence. On va visiter l'Iowa, la Caroline du Sud, en raison du calendrier des primaires qui favorise ces États-là. Il va se rendre au Kentucky, mais pour sanctionner quelqu'un à l'intérieur du parti. Donc, on dit que de plus en plus, ces déplacements personnels, ceux qui ne sont pas dirigés par son président ou la nécessité, par exemple, des opérations du Pentagone, montrent qu'il serait sur les rangs pour 2028. Mais on devine bien sûr qu'il y a beaucoup d'écueils avant d'arriver là. Il y en a deux qui s'appellent Rubio et Vance, qui sont très loin dans les sondages. Dire. Mais il y a les très nombreuses critiques, Francis, de sa gestion de l'Iran. Et finalement, tout ce qui était controversé quand on a procédé à sa nomination, alcoolisme, violence, agression sexuelle, extrême droite, c'est ça, c'est encore là. Oui, c'est encore là, sauf que c'est là, justement. Et souvent, ce qui entache les candidatures politiques dans n'importe quel pays, c'est ce qu'on découvre. Mais ce qu'on sait déjà, je veux dire, franchement, on le sait, hein, je veux dire, on l'aime ou on l'aime pas. Moi, ce qui me rend un peu fou, c'est que, bon, clairement, il ne brille pas par sa compétence, Pete Hegseth. Là, tu m'as déjà évoqué à ce micro que Donald Trump pourrait éventuellement le mettre à la porte. Bon, ça reste à voir, mais clairement, ça ne fait pas bien paraître l'administration américaine que sa gestion de l'ensemble des dossiers militaires. Ceci dit, j'avais une proposition. La démocratie, c'est surfait, honnêtement. On pourrait jouer ça à celui qui bench press le plus. Puis à ce titre-là, je sais pas, peut-être que Rubio, mais en tout cas, à voir, mais je pense que Pete Hegseth pourrait gagner la présidentielle avec sa capacité à lever des poids. Est-ce que ce serait pas la nouvelle stratégie de Mark Carney, elbows up pour se rapprocher du cabinet de Donald Trump? À ce titre-là, en tout cas, je pense pas que Mark Carney va gagner le concours du bench press. Peut-être Poilievre avec ses kettles. OK, on sort. Merci beaucoup, Luc La Liberté. À demain. Bonne fin de journée. Bye.